qui vont abattre tout ça là pour pouvoir faire cette fameuse passerelle. 150 mètres sur à peu près 4-5 mètres de large. On n'a jamais été contre le projet, mais c'est si tu veux, le tracé qui nous interpelle. Donc c'est ça qui va être détruit. Donc on est juste en face. C'est toute cette zone-là qui va être détruite pour rejoindre l'autre bout de digue qui est là et retomber sur la passerelle qui est en construction ici. Ce qui risque de se passer, c'est que déjà ils vont abattre une zone, ils vont détruire une zone de palétuviers qui sont, par la circonstance de l'assainissement, sont devenus stériles. Il n'y a plus du tout de reproduction. Ils fleurissent, mais il n'y a pas de graines, il n'y a pas de fruits. Donc impossible de refaire des plantations. Nous, on a créé nos pépinières pour pouvoir justement aider à la restauration de zones dégradées. Mais là, cette espèce-là, c'est fini, elle va disparaître. Donc il va y avoir à peu près 200 mètres carrés de palétuviers qui vont disparaître totalement de Nouméa. Et ces palétuviers-là, on ne les retrouve plus du tout. Voilà. Donc pour nous, c'est un préjudice environnemental contre cette espèce-là quand on peut faire autrement. Ce qu'on avait proposé, c'était de continuer comme ça sur le platelage, donc de l'agrandir sans problème. Ici, tu vas voir, je vais t'emmener, il y a un petit faré et il y a la passerelle. Ici, il y a quoi? Il y a 150 mètres. Il n'y aura pas de dégâts et les palétuviers, bon, c'est des palétuviers qui sont, enfin, entre guillemets, communs, qui se reproduisent, qu'on a en pépinière. Donc il n'y a aucun problème pour les remettre en place. Les palétuviers, ils sont élagués, mais tu vois, ils sont quand même assez loin de la digue, ce qui fait que tu as quand même une emprise au sol. Tu peux faire 3 mètres facilement, là, toi. Ouais. Donc, il n'y a pas de dégâts. Et regarde. Viens voir là. La trouée, elle est faite. Tu arrives en face, direct. Voilà. La passerelle, elle aurait dû être ici. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple et beaucoup moins destructeur. Leurs chemins se sont croisés sur le bateau à Jakarta. Et 67 ans après le départ, 67 ans. Je les réunis. C'est l'histoire de 4 Calédoniens d'origine javanaise, descendants de travailleurs de Java. En 1953, Sidik avait 5 ans, Marceline 4 ans, Sariman 2 ans et Toumira 10 mois. Leur point commun, le 17 juillet 1953, date à laquelle ils ont embarqué avec les 749 passagers à bord du Suryanto à destination de Jakarta. On a débarqué à Jakarta. On a été confinés en quelque sorte dans un camp. Là, dans un camp, ouais. Ma mère est décédée donc à Sumatra. C'est là que ma tante ici a écrit quoi, pour... Et t'habitais à la Vallée des Colons, pas loin de la mosquée là. Voilà. Ce samedi après-midi, la famille et les amis de ces passagers ont offert des cadeaux à leurs anciens. Ces retrouvailles surprises ont été rendues possibles grâce aux recherches de l'historienne Catherine Hadi. Ce goûter-là, en fait, il est parti d'un mot, le 21 décembre 2019. Pasteur s'est dit qu'il était là et puis il parle de bloc calédonien. Et je me suis dit, ce monsieur-là, je vais trouver sa famille et je vais organiser une surprise. Depuis notre départ pour l'Indonésie en 1953, c'est la première fois qu'on commémore ce moment-là. Ouais. Bon, je pense à mes grands-parents aussi. Oui. Ah non, mais après, non, on va tous pleurer, là. Non, mais c'est normal. Un petit cadeau pour Sidik et puis pour vous tous, ce beau petit moment. Le 17 août 1945, l'indépendance de l'Indonésie est proclamée et le nouveau gouvernement demande à la France le rapatriement de ses ressortissants. Ah, le frère Louis... Louis XVI. Louis XVI. Mais non, c'est Louis XVI et son frère, c'est Louis XVIII. On dit souvent que la nouveauté fait peur. Et pourtant, ces élèves de première sont en train de débriefer avec calme sur leur tout premier contrôle continu d'histoire-géographie. Il faut dire que cette nouvelle réforme présente bien des avantages. Le fait d'être retrouvé du coup dans notre classe avec les professeurs que nous connaissons, c'est beaucoup moins stressant. Et puis le fait que les examens soient étalés sur les 2 années, ça nous permet à nous, en tant qu'élèves, de pouvoir rattraper si on a une mauvaise note, etc. Et de pouvoir nous évaluer en fait sur la période scolaire. Mais la crise sanitaire provoquée par le coronavirus a obligé les élèves à effectuer quelques ajustements dans leur apprentissage. Aussi, on a eu un programme qui a été un peu allégé. On a eu aussi, pour certains profs aussi, il y a eu des cours de soutien qui ont été mis en place le mercredi après-midi pour nous permettre
de rattraper un peu le retard qu'on a pris pendant la période de confinement. Ça va Marc? Oui. Est-ce qu'on a récupéré toutes les copies des épreuves de ce matin au secrétariat? Oui, c'est bon, c'est numérisé. C'est numérisé? Bon, moi c'est parfait, je vais aller les mettre au coffre. Une fois numérisées, les copies sont envoyées sur un serveur national et seront corrigées par des enseignants de façon anonyme. Grâce à une application, les élèves auront un accès aux notes ainsi qu'aux remarques des correcteurs pour s'améliorer aux prochaines sessions. L'idée, c'est de pouvoir suivre un certain nombre d'enseignements dans le cadre d'un tronc commun de la seconde à la terminale, mais parallèlement, plus on va vers la terminale, plus on se spécialise dans des disciplines que l'on a choisies, dans lesquelles on est à l'aise et qui sont en adéquation avec le projet d'orientation post-bac que l'on construit au lycée. On cultive beaucoup le manioc. Partout dans le monde, on cultive le manioc, mais de méthodes différentes. Tout à l'heure, avec Johan, je lui ai expliqué certaines méthodes. Et l'idée, c'est de mettre en lien ce qu'on fait ici, ce que vous faites chez vous, et voir s'il y a des différences et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Yassé est en cours avec ses camarades de formation. Au menu, la culture du manioc, une leçon pour étudier le tubercule et ses différentes techniques de culture. Est-ce qu'on est capable de se dire qu'on met deux lignes, on utilise deux techniques différentes, et il y en a une qui va donner beaucoup et il y en a une qui va donner moins? Le jeune est en formation à la maison familiale et rurale, la MFR de Poindimier. Avec ses 7 autres camarades de classe, ils suivent un cursus particulier, celui du dispositif d'initiation au métier en alternance, le DIMA. Mes parents ont dit que tu fais 2 semaines d'école, 2 semaines de stage. Puis j'ai dit je vais faire ça. Voilà, c'est bon aussi le stage, pour apprendre, pour découvrir les métiers. Yassé dispose d'enseignements généraux et techniques, mais surtout pratiques. Avec la théorie, le groupe apprend comment faire sur le terrain. Là, ils ont fait les entailles hier, mais ils n'ont pas mis droit le manioc. Là, les tiges montent comme ça. Ils ont fait les entailles ici, pour le manioc qui sort. Avec le DIMA, les jeunes peuvent également découvrir des métiers et préparer leur orientation. Ils sont en formation par alternance, tout en gardant le statut scolaire. Le jeune reste inscrit dans son établissement scolaire d'origine et peut le réintégrer à tout moment. La formation dure 1 an dans une MFR. On part du principe où il y a 80% des jeunes qui sont faits pour le système classique d'éducation et il y a 20% qui sont un peu sur la Select, mais l'objectif c'est pas de les laisser sur la Select, c'est de laisser personne au bord de la route. Et ces jeunes, c'est leur offrir des formations professionnelles d'orientation où on leur permet, nous ici, de construire un projet. Les jeunes, ils vont construire un projet de vie et un projet professionnel pour s'orienter à la sortie du DIMA. Hors le DIMA, l'offre de formation est principalement agricole. De nouvelles MFR sont prévues d'ici 2022 dans le sud et aux îles Loyauté. De nouveaux enseignements sont également en réflexion, notamment dans l'agriculture responsable, l'environnement ou encore le D'un côté, on retourne sur l'assiette. On va faire ça, on va récupérer la peau pour faire la poudre. Parmi les apprentis cuisiniers, Charline Obad, 16 ans, originaire d'Ouvéa. C'est sa première année d'études sur l'IFU pour le CAP cuisine. Alphonse Coché, il vient, il dit tous ses parcours et puis ça me plaît, moi aussi. Ça me donne envie de faire comme lui, aller plus loin comme lui. On le prend comme exemple et ça nous fait plaisir de le voir. Donc là, on profite qu'il soit de passage pour qu'il nous parle un petit peu de son parcours, qui est, je pense, un exemple pour nos élèves. Pour Alphonse Cotier, c'est l'occasion de revenir au lycée Williama Aodja où tout a commencé et de mesurer le chemin parcouru 18 ans plus tard. Même si je suis parti ailleurs, mais mes racines sont ici. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Parce que c'est là d'où l'on vient qu'on se forge en fait à la base. Je me suis dit que, chez moi, il y a beaucoup de produits autour. Ce sont des produits de qualité avec une saveur et des goûts très très particuliers. Et c'est pour ça en fait que j'ai envie de pousser là-dessus, de pousser les gens déjà à consommer les produits de chez soi. Et puis après, c'est toute une filière en fait qui va se former autour de ça. On devient travailleur ouais, comme lui. Surtout que ici chez nous, ce que j'ai trouvé, les chefs de cuisine, c'est surtout des hommes. Tout le temps des hommes. Cerise sur le gâteau, cet exercice grandeur nature a permis de ravir les papilles des clients du restaurant d'application. Pivot
ta hanche. Bouge la hanche. En dessous. En dessous, esquive, esquive. Ok. Ok. Voilà, good. Je suis Jeannette. Je suis mère célibataire. Je vis au Manguier, ça va faire un peu plus de 2 ans. Ce qui est intéressant dans la boxe, c'est que ça permet d'extérioriser vachement d'émotions. Et même le fait de se concentrer sur ce que le coach nous dit de faire, les mouvements à faire, ben en fait, c'est comme si on fait abstraction du reste, en fait, des inquiétudes qu'on peut avoir. Je trouve que j'ai gagné en assurance. Ça, j'ai remarqué, en fait, dans ma relation avec les autres. Et oui, voilà, ça m'apporte beaucoup, en fait. L'atelier avec les mamans se passe très bien. Donc déjà, elles arrivent à l'entraînement avec le sourire. Donc c'est leur moment pour elles de venir s'entraîner, se défouler. Plus les semaines elles passent, en fait, plus on voit de l'évolution. Donc ça fait qu'un mois, imagine, on fait toute l'année. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de bien à la fin de l'année. Tu vas aller à droite, hop, on regarde devant toi. Boum, je descends, je vais à gauche. Moi, déjà, j'ai grandi à Rivière-Salée. Mais dans ma famille, il y a eu de la violence aussi familiale. Du coup, le fait de venir ici, pouvoir aider les petits jeunes ou les mamans à se défouler, à se restaurer, ça connecte directement avec mon histoire, en fait. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois que j'ai aucun doute par rapport à la boxe, ce que ça peut faire dans les communautés où on a grandi, parce que ça a fait vraiment quelque chose pour moi. Je remonte, ok, restez pas comme ça, puis regardez en bas, tu vois. Ok, on essaie. Quels impacts ont eu le Covid-19 sur vos entreprises? C'est la question qui sera posée aux entrepreneurs lors de la tournée du Grand Débat organisée par le gouvernement. L'objectif de cette deuxième tournée, c'est déjà de tenir l'engagement qui était de retourner sur le terrain après le premier grand débat et d'expliquer les choses et de réaller au contact de la population. Mais entre-temps, en 1 an, il y a eu la crise du Covid et l'économie calédonienne a été lourdement impactée, que ce soit les salariés, les patentés et les différents chefs d'entreprise. Et donc, c'est d'aller à leur contact pour voir déjà leur ressenti et pour construire un plan de relance qui soit connecté à la réalité, qui soit pragmatique. J'espère que courant août, courant septembre, on puisse décliner ces premières mesures de relance de l'économie calédonienne et qu'on puisse s'engager dans un vrai plan de refondation de notre modèle économique. Parmi les secteurs en crise, celui du BTP, comme par exemple les architectes. José Laurence Sanoui préside l'Ordre des architectes depuis 2012. Elle s'inquiète du devenir de son secteur. Les architectes ont débauché, certains ont 50% de moins sur leur chiffre d'affaires annuel, c'est très important. C'est le flou artistique. Et nous, on ne peut pas se contenter de ça parce que les architectes ont des gens à faire vivre. Même des cabinets d'architectes que je connais qui travaillaient vraiment très fort n'ont plus de personnel, à part une secrétaire. Le grand débat se déroulera sur l'ensemble du territoire. 3 dates sont prévues. Le 28 juillet à Bourail, le 29 à Koné et le 12 à Nouméa. Un rendez-vous est en cours de calage pour l'IFU.